Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Alice pour parler de l'alpinisme avec son chien. Alice est originaire des Alpes, dans lesquelles elle crapahute depuis toute petite. Quand il lui vient l'envie d'emmener Ellie, sa malinoise, faire de l'alpinisme, il faut dire que cela n'a pas fait l'unanimité. Pourtant, à force de recherche et d'entraînement sur plusieurs années, Alice et Ellie sont même allées jusqu'à faire une ascension de plus de 4000 mètres. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Salut Alice, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour échanger donc sur la randonnée et surtout l'alpinisme avec son chien, un sujet incroyable que je pensais même pas pouvoir aborder sur le podcast. Comment vas-tu ? Ouais, écoute, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, ça va super bien, je suis ravie d'être là et qu'on puisse échanger à ce sujet. Avec plaisir, je suis trop contente aussi. Avant qu'on commence, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Ellie ? Ouais, absolument. Du coup, moi c'est Alice, j'ai 31 ans. Je partage ma vie donc avec Brice, mon mari, et Ellie, du coup notre malinoise qui a bientôt 6 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie où j'ai grandi et on vit désormais du coup en Savoie vers le lac du Bourget, vers Chambéry. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'adopter une malinoise ? Oh, vaste histoire. De base, j'étais pas du tout partie sur la race du malinois que je connaissais absolument pas. Moi avant, j'avais une golden retriever, donc chien de famille par excellence. Donc je serais clairement repartie sur ça probablement parce que c'était ce que je connaissais, j'étais à l'aise avec cette race-là. Et en fait, mon mari qui n'avait jamais eu de chien, de par son métier de pompier de Paris, connaissait bien les malinois et enfin on voyait beaucoup au travail avec lui et du coup voilà, il m'a proposé de partir là-dessus et puis moi j'étais pas contre et voilà. Et effectivement, maintenant qu'on a touché de près cette race-là, je pense que je saurais plus faire autrement, c'est extraordinaire. C'est vraiment particulier mais c'est génial. Ok, c'est quoi la particularité justement ? C'est le côté très très fusionnel du chien au maître et ce qui fait qu'on peut vraiment faire des choses qui sont hyper intéressantes, on peut vraiment travailler avec elle d'une manière que je pensais pas possible effectivement voilà. Donc c'est vrai que maintenant que j'ai pris cette habitude-là, ce serait difficile d'aller vers une autre race qui a pas la même analyse de l'environnement, qui a pas la manière de réagir, qui a pas la même manière l'écoute, l'obéissance, etc. C'est vraiment quelque chose de particulier qui est propre à cette race. Ok. Et du coup, elle est comme ça avec tous les deux, enfin toi et ton mari, ou avec plus l'un que l'autre ? Alors plus avec moi effectivement. On dit que le malinois a un seul maître. Je sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais c'est assez vrai chez nous. On a vraiment une relation qui est particulière, elle et moi. Ça veut pas du tout dire qu'elle l'écoute pas ou qu'elle ne l'aime pas, elle l'aime profondément. Mais on sent effectivement que c'est toujours moi qui ai le dessus, dans la relation avec elle par rapport à lui. Ok, ça marche trop bien. Et du coup, si on rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi l'alpinisme, ou en tout cas ce que tu pratiques avec Ellie ? Ouais, bien sûr. L'alpinisme, on va dire canin, c'est un mot que j'invente entre guillemets parce que ça n'existe pas vraiment finalement. Il y a tellement peu de gens qui pratiquent que pour l'instant il n'y a pas spécialement de terme défini pour ce sujet-là, mais c'est le fait de partir en haute montagne avec son chien. Dans des endroits où ça nécessite de sécuriser le chien et l'humain. Et donc c'est vraiment une pratique qui nécessite un matériel particulier et un entraînement spécifique également. Ok. Et du coup, tu pratiquais ça déjà avant d'avoir Ellie ou t'as commencé avec elle ? Alors j'ai commencé quand je l'avais, mais j'ai commencé d'abord toute seule. Déjà pour voir mes propres réactions, voir comment je me sentais sur ce type de terrain-là, avant d'envisager d'emmener ma chienne, effectivement. Ok, mais dans l'idée, c'était pour l'emmener. Absolument. C'était ma première idée en commençant l'alpinisme. J'ai fait un premier stage d'alpinisme à peu près comme tout le monde, puis derrière des sommets d'alpinisme, ce qu'on appelle des courses d'alpi. Et du coup, effectivement, mon optique derrière, c'était effectivement de pouvoir l'emmener par la suite. Ok, mais enfin, je trouve ça super intéressant. Genre, comment tu t'es dit, je vais l'emmener avec moi, alors que j'imagine il y a quand même très peu de ressources sur le sujet. Comme tu dis, il y a très peu de pratiquants. Enfin, comment toi tu t'es dit, c'est pas grave, je vais tenter le truc. C'est un long cheminement, je pense. En fait, moi de base, du coup, comme je l'ai dit, je suis née en Haute-Savoie, donc je fais de la montagne depuis toujours. J'ai grandi, dans un endroit qui me permettait de pratiquer toutes les semaines. Mes parents font de la randonnée, mais on était vraiment sur de la randonnée de petite et moyenne montagne. Et donc, on va dire des altitudes, vers les 2500 mètres d'altitude, pour être plus clair.
Et en fait, progressivement, plus j'ai grandi, plus ma propre pratique a évolué. Mes besoins étaient pas les mêmes et je suis allée vers ce qu'on appelle du coup la haute montagne, où là, on va dire qu'on dépasse les 3000 mètres d'altitude. Ça veut pas forcément dire qu'on a besoin d'être encordé. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire beaucoup de 3000 mètres d'altitude et c'est vraiment des paysages qui me transcendent. Voilà, ça me procure des émotions que je trouve que là-bas finalement. À côté de ça, du coup, en parallèle, on a un mode de vie avec Ellie qui petit à petit s'est installé de lui-même où elle fait partie intégrante de nos vies et on l'emmène vraiment partout. On fait tout avec elle. De manière générale, on part en vacances, etc. Enfin, c'est un vrai plaisir finalement et ça s'est installé en fait. Ça allait de soi qu'il fallait qu'elle soit là pour tout. Une randonnée sans ma chienne, ça n'arrive jamais déjà. Et si ça arrive, le peu de fois où c'est arrivé, ça n'a pas du tout la même saveur. Donc finalement, dans toute cette réflexion-là et dans cette évolution de ma pratique, eh ben, j'ai été amenée à l'envisager. Mais au début, c'était vraiment juste dans un petit coin de ma tête, sans me dire que ce serait possible. Parce que effectivement, je connaissais personne qui avait fait ça. En tout cas, l'idée de passer les 4000 mètres, c'est pas arrivé tout de suite. Je suis déjà arrivée sur, ok, bah on commence à faire des petits 3000 mètres, on enchaîne. Et puis en fait, je me questionne d'abord sur une première randonnée qui est assez exigeante, qui s'appelle la Grande Sassière. C'est une randonnée qui est à 3750 mètres d'altitude. C'est la plus haute randonnée d'Europe accessible à pied, en gros, sans alpinisme, uniquement 2-3 mois dans l'année, parce que le reste du temps, c'est recouvert de neige. Et du coup, je me questionne sur cette sommet en me disant, est-ce qu'on peut y aller avec un chien? Donc vraiment, je suis dans une démarche... je pense intelligente de me dire est-ce que je peux emmener ma chienne à cette altitude-là? Qu'est-ce que ça peut provoquer pour elle? Et donc je questionne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. De base, j'étais pas du tout sur Instagram à cette époque-là. C'était il y a peut-être 3-4 ans. Et donc je questionne sur un groupe de randonneurs sur Facebook lambda. Et en fait, je me fais lyncher par des gens qui me répondent que c'est complètement inconscient de ma part, que je suis à la recherche de trophées, que même les vétos chamonniards, je cite, disent qu'il ne faut pas emmener un chien à plus de 3500 d'altitude et que je suis irresponsable et que je vais tuer ma chienne. Voilà ce qu'on me sort. Ok. Donc là, grosse douche froide en me disant, oh là là, enfin, voilà, ça a été très compliqué à digérer. Il n'y avait pas que ces commentaires-là, bien sûr, hein, mais ça a été hyper violent. Et du coup, bah, je me questionne. Ça a remis les choses en question, du coup? Ça remet les choses en question, oui et non, parce que, en fait, vu que je faisais déjà un petit peu de 3000, alors bien plus bas, hein, des 3000, 3100, 3200, je voyais que ça se passait bien pour ma chienne. Et puis en étudiant un petit peu la question, voilà, je prends conscience que déjà il y a d'autres gens qui l'ont fait. La Grande Sassière, j'étais pas la première à me dire, je finis par trouver des gens avec des chiens qui sont montés. Je me rends compte que c'est possible en faisant attention, bien sûr, et j'expliquerai pourquoi. Mais du coup, voilà, ça me stoppe pas net dans mon élan, mais effectivement, ça fait réfléchir sur quelle est la meilleure manière de s'y prendre pour pouvoir partager ça avec elle, mais sans aller trop loin finalement. C'est en respectant elle ses besoins, en respectant, enfin, en la sécurisant au maximum et en faisant les choses bien. Et du coup, donc je finis par faire la Grande Sassière, ça se passe très bien. Et derrière, voilà, je renchaîne sur un autre sommet assez haut, le Barhorn en Suisse, un 3600 mètres. Et de là, effectivement, je me dis, je vais peut-être pouvoir la monter à 4000. C'est ce petit rêve qui était dans un petit coin de ma tête depuis tellement longtemps, il commence finalement à prendre vie, un peu plus où je me dis, le 4000 mètres, il est pas si loin. Mais c'est encore une autre pratique, parce que là, on arrive sur un terrain qui est hostile pour le chien, comme pour l'humain d'ailleurs, hein, où on est à des températures qui sont négatives, on est avec des neiges éternelles, des potentiels risques qu'on n'a pas du tout sur ce que je te disais auparavant, tout ce qui est 3000 mètres, etc. Et donc là, c'est encore une autre aventure qui s'ouvre et une nouvelle page qui s'ouvre effectivement en se disant, ok, bah comment on va s'y prendre, quoi. Ok. Alors là, tu as ouvert la porte à plein de questions. Mais avant de partir sur l'aventure du 4000, qu'est-ce qui, toi, te donne envie de toujours aller plus haut? Enfin, tu vois, ok, t'es arrivé au 3000, 3005, ok, le 4000. Enfin, qu'est-ce qui te motive là-dedans? C'est vraiment la beauté des paysages.
Je crois que moi, je suis pas du tout dans une recherche de performance sportive. Il y a certaines personnes qui font ça uniquement pour avoir le trophée de la Grande Sassière, ça c'est un gros classique, ou pour faire le plus de dénivelé possible, le plus de kilomètres possible. Moi, j'en ai rien à faire. Si je fais que 200 mètres de dénivelé pour accéder à tel endroit, ça me va très bien. C'est pas tant ça que je recherche. C'est vraiment le côté, tu vois, quand t'arrives, je vais prendre le 3000 mètres au-delà du 4000, t'as toute une traversée, une continuité du paysage qui est assez incroyable. Tu commences, en général, t'es dans la forêt, derrière, tu vas poursuivre, et petit à petit, en fait, t'as plus d'arbres, mais t'arrives dans des grandes plaines hyper vastes, des grands cirques qui sont magnifiques. Et puis derrière, en fait, quand tu commences à monter en altitude, on va dire, au-delà de 2700, 2800 mètres d'altitude, et ben, le terrain, il devient lunaire. Et là, t'arrives encore sur un autre type de paysage qui est complètement fou. Et le fait de passer de chaque étape, je trouve ça mais incroyable. Vraiment, ça me procure des choses qui sont folles. Et bah naturellement, en fait, derrière, t'as envie de monter plus haut parce que plus haut, t'as encore d'autres types de paysages et 4000 mètres d'altitude. Derrière, quand t'es entouré de 4000 mètres d'altitude, t'as une impression c'est grandiose. C'est vraiment une impression t'es tout petit face au monde et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ok, trop bien. Enfin, ça donne envie en tout cas. Et tu disais un peu plus tôt que ça t'est déjà arrivé de randonner sans ta chienne et que c'était pas du tout la même dimension. Qu'est-ce que ça change pour toi de sortir avec elle plutôt que toute seule? Je sais. Alors ça, c'est vraiment une super question. Je sais pas, mais je me rends compte que il me manque une motivation quand elle est pas là. Ça m'est arrivé là en début d'année parce qu'elle s'est blessée la patte et du coup je l'ai pas emmenée sur une rando. Et en fait, je pense que je me sens un peu perdue. Elle fait tellement partie du binôme pour moi que finalement, j'ai pas apprécié cette randonnée-là en particulier, alors qu'elle était magnifique. Mais il me manquait une partie de moi probablement dans la démarche et dans la randonnée voilà. Alors que finalement, quand elle est, enfin moi je la promène en libre, donc elle est pas attachée. J'ai même pas ce côté de traction et de pratique, on va dire réellement en binôme attaché. Enfin sauf pour l'alpinisme pour le coup, mais du coup, voilà, non, il manquait quelque chose dans le décor et ça avait pas la même saveur, effectivement. Je comprends. Enfin, c'est vrai que je trouve que quand tu es avec ton animal, généralement, il est tellement curieux et il est tellement heureux un peu de partager ça avec toi que ça apporte une Ouais, dimension en plus, quoi. exactement. Elle est tellement heureuse quand elle est là. Voilà, elle me le rend bien, quoi. C'est chouette. Trop bien. Et du coup, je me demandais comment toi, t'as fait pour mettre en place tout ça avec Ellie, tu vois, genre, par quelle étape t'es passé pour lui apprendre tout ça? Où est-ce que t'as trouvé les informations? Tu vois, comment ça s'est construit petit à petit, ce chemin avec Ellie? Ouais, alors je pense que j'avais déjà pas mal de connaissances déjà pour la montagne de manière générale, puisqu'effectivement je pratique depuis toute petite, donc il y a des choses qui sont assez évidentes pour moi dans la gestion des choses, notamment par exemple pour tout ce qui était gestion de la faune et de la flore, éviter que Kelly elle dérange. Donc on a eu beaucoup de travail sur tout ce qui était rappel. Il faut qu'elle ait un rappel absolument parfait, en tout cas pour la montagne, pour pas aller déranger les bouquetins, les marmottes, etc. Il est évident qu'au début, quand elle était jeune, on a eu des loupés, ce qui arrive à tout le monde, mais progressivement, ça a été vraiment le premier truc que j'ai travaillé à fond avec elle pour que ce soit agréable pour elle comme pour moi de randonner ensemble. Et puis en fait, petit à petit, effectivement, vu voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma pratique évolue. Je commence à m'engager sur des terrains qui sont plus techniques, plus aériens. Mais vu que j'évolue là-dedans, elle évolue en même temps que moi déjà, donc je découvre certaines choses avec elle et euh, et je me rends compte parfois pour certains endroits où on trouvait jamais les informations sur Internet. Hein, quand on questionnait les gens, est-ce que là ça pourrait passer avec un chien, etc. Les gens me disaient non, ça passera jamais. Et puis, en regardant, en cherchant, on fouine sur Internet, on cherche les vidéos, on cherche les photos, des passages un peu techniques. Et moi, je me dis, oh, mais pourtant, là, je pense que ça peut passer. Donc, je finis par aller vérifier par moi-même. Et petit à petit, en fait, je me rends compte que, là, effectivement, ça passe, mais c'est un peu chaud. Là, ça passerait que si j'ai du matériel. Et en fait, la démarche, elle est presque autodidacte. C'est que je réfléchis en me disant... ok, là, comment je peux faire pour sécuriser ma chienne? Parce que je me rends compte que j'ai certains passages, je vais prendre par exemple les échelles. On a des échelles de 10 mètres, 20 mètres, voilà, plusieurs échelles à passer. Et pour finalement, dans la randonnée, un passage qui dure, je sais pas moi, 5 minutes, et si je peux pas lui faire passer ces échelles-là, pardon,
je ne peux pas l'emmener et je dois la laisser sur le canapé pendant 10 heures. Et ça me dérange profondément de me dire, pour cette petite partie de randonnée qui est technique, et ben je me retrouve bloquée. Donc derrière, je fais des recherches et je me rends compte que il y a un harnais d'élitreuillage qui existe, c'est-à-dire c'est un harnais qui ressemble à un cartable qu'on met sur le dos finalement. Donc on harnache la chienne dedans et je la porte. Donc faut quand même savoir qu'Ellie fait 33 kilos, donc il faut être en capacité de la porter, plus le poids du harnais qui fait 2,5 kg, qu'il faut se trimballer dans toute la rando dans le Ah ouais, dans c'est le super sac. lourd. Donc c'est quand même oui, il faut voilà. Je le conseille pas à n'importe qui, mais toujours est-il que je me rends compte que ça me permet de franchir cet obstacle-là et en fait de pouvoir profiter de toute la randonnée avec elle parce que ce petit passage, on arrive à le vaincre entre guillemets, à passer outre. Mais c'est un truc du coup que t'as déjà dû lui apprendre en amont, à ce qu'elle soit à l'aise à se faire porter, à mettre le harnais, Ouais. etc. Comment ça s'est passé? Alors ça, on le fait tous à la maison. Il y a beaucoup de gens qui en achètent, mais en fait, il y a très peu de gens qui s'en servent dans la réalité. On croise pas souvent des échelles de toute façon en randonnée. J'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé à la maison, je l'ai porté sur mon dos dans le jardin. Et d'ailleurs, en conseil, en retour d'expérience, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est de monter des marches d'escalier avec. Parce qu'en fait, quand on marche sur du plat, l'effort n'est pas du tout le même que quand on monte une échelle qui est à la verticale. C'est l'équivalent de faire des squats avec 35 kilos sur le dos, quoi. Et quand on est sur l'échelle, effectivement, et ça, voilà, tu le sens un petit peu passer et t'arrives en haut et t'es rouge tomate et tu respires un petit peu pour reprendre ton souffle parce qu'effectivement, c'est assez costaud. Mais voilà, toujours est-il que je me suis rendu compte que c'était possible. Et derrière, voilà, il y a d'autres passages, par exemple, des passages qui sont beaucoup plus aériens, ce qu'on va appeler les crêtes ou les arêtes, où c'est vertigineux. Je veux pas prendre le risque que ma chienne tombe, très simplement. Et je me dis, comment je peux la sécuriser? C'est pareil. Donc il y a des gens qui très simplement attachent avec une laisse, une longe, ce qui est déjà super. Sauf que moi je fais de l'escalade à côté, et quand on fait un peu d'escalade et qu'on se prend des plombs, en gros, donc quand on tombe, on connaît un petit peu le matériel et on sait que si t'as pas du matériel adapté, ton matériel il va lâcher. Et c'est exactement ce que ferait un harnais simple de chien, les harnais qu'on a tous, avec les petits clips, etc. Si ton chien tombe et qu'il est suspendu comme un poids mort dans le vide, le harnais il va péter parce que le poids de la vitesse de la chute, voilà, c'est la synergie, va faire que ton harnais il est pas du tout fait pour ça et qu'il y a quand même une chance sur deux que ça se passe mal. Donc, je me suis intéressée à ça de plus près aussi avec des copains grimpeurs pour se dire, voilà, quel est le matériel le plus adapté? On s'est rendu compte qu'il y avait 2 harnais de alpinisme canin qui existaient. Un chez Ruffwear et l'autre, je me souviens plus. Et on est parti chez celui de Ruffwear pour la simple et bonne raison que c'est le seul où on trouvait sa fiche technique et qui nous annonçait une résistance à la rupture de 900 kilos. Donc, ça nous semblait intéressant, effectivement, parce que ça permettait de compenser la vitesse de la chute éventuelle et voilà. Et derrière, voilà, j'ai acheté une corde d'alpinisme ultra légère pour Ellie. Donc j'ai 30 mètres de corde pour elle dans le sac qui me permet à la fois de la sécuriser sur ce type de passage où je l'encorde sur moi directement. Donc je prends quand même ce risque-là. À la fois, ça me permet d'éventuellement la retenir si elle tombe, mais je prends aussi le risque de tomber avec elle. Donc ça, c'est vraiment un choix en âme et conscience que je fais. Mais puisque c'est moi qui l'emmène sur ce type de terrain, je fais le choix d'assumer aussi jusqu'au bout et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà. Et donc là, tu as parlé des risques donc en échelle, donc là tu la portes si jamais, des crêtes, ou pareil, donc là tu es attaché avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres dangers comme ça auxquels tu peux faire face? Non, globalement c'est toujours à peu près la même chose. C'est des passages où tu sais il y a ce qu'on appelle des mains courantes, donc c'est des espèces de chaînes. Il y a des passages avec des petites marches en alu. Faut que le chien soit suffisamment agile effectivement des fois pour crapahuter de lui-même sur des rochers qui sont un peu escarpés, etc. Donc ça c'est pareil, il faut être en capacité voilà de mesurer le risque et d'assurer s'il y a besoin d'assurer sans que ce soit un frein pour le chien aussi, parce qu'il y a des fois moi Ellie il y a des fois j'assure peut-être plus pour me rassurer moi-même que pour sa propre capacité à franchir le truc toute seule. Parce que effectivement je crains de faire une syncope en la voyant se promener avec 350 mètres de vide à côté d'elle, donc je vais l'attacher effectivement peut-être plus pour moi que pour elle, mais voilà, non globalement c'est tout ce à quoi on peut faire face. Pour moi ma règle d'or c'est que sur la randonnée ça doit être on va dire que 10, 15, 20% de la randonnée maximum qui nécessite du matériel de franchissement, on va dire. Si c'est plus,
c'est qu'à mon sens, on va peut-être trop loin dans la démarche et que ce serait pas du plaisir pour elle ni pour moi d'ailleurs. Voilà, c'est qu'on n'aurait rien à faire là avec un chien. Oui, si je dois la porter tout le long ou Ouais, ça a pas de flipper qu'elle sens. risque de Ça a pas de tomber, sens. ouais. Ok, je comprends. Et la première fois que tu as été sur des terrains un petit peu plus à risque, tu vois, comment elle a réagi, Ellie? Est-ce que, enfin, je sais pas, t'étais pas ultra flippée ou quoi? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, moi, je suis très très calme et en fait, c'est vrai que je pense que Ellie c'est une éponge, hein, donc elle est très calme et j'ai pris cette habitude de quand je sors le matériel d'alpinisme, donc la corde qui est vraiment, elle la reconnaît, et le harnais qui est vraiment spécifique, je ne les sors que pour m'entraîner sur des terrains engagés. Il y a des fois, il n'y aurait pas forcément besoin de lui mettre, mais je m'entraîne en amont pour quand le jour où j'ai réellement besoin de ce type de matériel, elle soit en capacité de comprendre que, eh ben, à ce moment-là, c'est sérieux, ça peut être dangereux, et du coup, j'ai besoin d'avoir toute son attention, toute son écoute, et qu'elle ait une maîtrise d'elle-même qui soit quasiment hors norme, parce qu'on est vraiment là-dedans. Et le fait de l'avoir habituée comme ça sur des petits passages, c'est vrai que c'est quelque chose que je montre pas mal sur les réseaux. Je montre de quelle manière on travaille comme ça sur des arêtes où je la filme à la GoPro, et en fait, je montre que donc elle est encordée sur moi, elle est, on va dire, 3-4 mètres devant, et je lui dis avance, stop, et en fait on voit qu'elle stoppe net, j'avance derrière, elle avance, j'avance, et voilà, en gros on avance 2 pattes par 2 pattes progressivement, et on franchit notre arête de cette manière-là. Mais du coup c'est vrai que ça a été un gros travail de confiance mutuelle, parce qu'Ellie a une confiance absolue en moi et j'ai une confiance absolue en elle, ce qui surprend beaucoup les gens quand ils nous croisent, hein, parce qu'il y a souvent des gens qui nous disent mais le chien est passé là, oui, bah oui, pas de souci. Et effectivement, on se rend compte par exemple que moi, quand je travaille sur ce type de terrain avec elle, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis dans une bulle où il faut surtout pas me parler, parce que voilà, il faut que je sois hyper concentrée sur tout pour savoir exactement par où je vais passer. Surtout que il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi, hein. Certains les font passer derrière les chiens. Mais moi, je préfère la faire passer devant parce que je veux la voir en visu constante. Si elle est derrière et que elle dérape, par exemple, d'une patte, ce qui peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé de l'avoir dérapé avec 200 mètres de vide à côté, eh ben, faut que je vois pour pouvoir anticiper parce qu'elle est quand même encordée sur moi, et si je la vois pas tomber, c'est le meilleur moyen pour moi qu'on y parte toutes les deux, quoi. Donc effectivement, voilà, c'est un long travail et qui maintenant porte ses fruits. D'autant plus qu'elle est mature désormais, et c'est vrai que probablement qu'avec un chien de 2 ans, 3 ans, un peu plus foufou, ce serait plus compliqué, je pense. Là, le fait qu'elle ait 6 ans, ça joue beaucoup aussi. Ouais. Oui, et puis comme tu l'as dit, enfin, l'éducation, elle est primordiale là-dedans. De toute façon, dès qu'on veut faire n'importe quoi avec son animal de compagnie, ne serait-ce que partir en vacances, si t'as 3 valises et que ton chien il écoute rien, ça peut être super dangereux pour lui, de traverser alors que c'est clairement pas le moment. C'est ou quoi que ce soit. exactement. Et C'est donc ouais, c'est exactement. super important pour partager quelque aventure qu'on veuille avec. Donc super intéressant. Et tu m'avais dit donc que tu as passé le cap des 4000. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Donc quel sommet c'était déjà? Oui, bien sûr. Donc j'ai choisi volontairement le Breithorn, qui est donc un 4165 mètres, qui est situé entre la Suisse et l'Italie, pile à la frontière. Du coup, on peut prendre ce sommet par les deux versants, le versant suisse et le versant italien. Mais la première étape, du coup, le sommet, ça faisait bien longtemps que je savais que je voulais faire celui-ci, parce que je savais qu'il y avait déjà des chiens qui l'avaient passé. Et ça, pour le savoir, c'est quoi? C'est sur Facebook, sur des blogs? Ouais, les réseaux sociaux, ouais. c'est à force de chercher, on se tombe sur des personnes qui l'ont fait, et des personnes d'ailleurs qui sont même pas forcément sur Instagram ou sur Facebook, mais dans des forums, etc. On va finir par tomber sur des gens qui ont passé ce sommet-là. Effectivement, c'est un 4000 qui doit être le plus facile de tous les 4000. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais les dangers sont la présence de crevasses éventuelles, donc voilà, des immenses trous dans la neige où il faut surtout pas tomber dedans, quoi. Et puis le degré de pente, voilà, on reste quand même à altitude de 4000 mètres, donc c'est pas anodin. Donc je me penche un petit peu sur ce sommet-là, mais ma priorité, c'était d'abord de trouver un guide qui voulait bien, qui était d'accord pour nous emmener avec un chien. Ok, à partir de quand tu choisis quand tu te fais accompagner d'un guide ou pas?
Quand c'est de l'alpinisme, tout simplement. En fait, l'alpinisme, quand tu commences à faire de l'alpinisme, t'es obligé de partir avec un guide. Certains vont peut-être s'essayer sans, hein, mais c'est très risqué parce qu'on est sur de la haute montagne. Il y a des gens qui meurent toutes les semaines, on va dire. Il y a récemment eu encore un mort sur le Mont Blanc la semaine dernière. Donc en fait, à partir du moment où tu veux être encordé et que tu veux commencer cette pratique-là, cette discipline, tu prends un guide, ne serait-ce que pour apprendre, pour te sécuriser, et voilà. D'où le fait que j'avais fait mon petit stage d'alpinisme, que j'ai fait des sommets avec un guide de haute montagne. Et le Brighton, c'est un sommet que j'aurais pu faire toute seule. Sauf que j'ai parfaitement conscience que Ellie, c'est mon talon d'Achille, et que s'il se passait quelque chose, je voudrais pas faire un stress dépassé et rester bloqué en me disant ok, là, voilà, le choc émotionnel exactement, ce qui devrait pas m'arriver parce que c'est pas trop mon genre, mais je garde en tête que c'est pas impossible et que c'est important pour moi d'être accompagné par un professionnel dans la démarche. Mais du coup, il faut trouver un professionnel qui soit d'accord avec ça. Et emmener un chien sur un 4000 mètres, ça n'arrive quasiment jamais. Donc, trouver un guide, c'était pas évident. Je me suis fait toute une montagne de ça. La finalité, c'est que j'ai demandé à mon guide qui m'avait déjà accompagné sur un autre 4000 quand j'étais toute seule avec des copines et qu'il a adoré la démarche parce que pour lui, c'était nouveau, c'était intéressant. Du coup, ça différait un petit peu de ce qu'il faisait d'habitude. Fallait réfléchir à comment on allait s'y prendre pour encorder la chienne, etc. Donc voilà, il me suivait déjà sur les réseaux sociaux, donc il savait aussi à qui il avait affaire. Je suis quand même hyper sérieuse sur la sécurité, sur l'éducation de ma chienne, donc il n'emmène pas n'importe qui non plus avec un chien sur ce sommet-là. Puis le fait qu'on se connaissait déjà sur une première ascension, il savait que je tenais la route sur ce type de sommet. Donc voilà, donc en fait je lui demande et il accepte. Donc j'étais tellement contente de me dire ok, la première étape déjà elle est passée. Et puis derrière, je lui demande le Brighton et puis il m'en proposait un deuxième d'ailleurs que je pense qu'on fera plus tard. Mais je reste sur le Brighton comme choix premier. Et puis du coup c'est parti quoi. On devait le faire au mois d'avril. La météo fait que météo exécrable, donc dangereux. La haute montagne, ça pardonne pas, donc on peut pas se permettre de partir. S'il pleut en bas, il neige en haut, et on peut vite se prendre une tempête, du brouillard, etc. Donc c'est hyper dangereux. Donc on annule les premières dates pour reporter du coup fin juin. Ok. Et là, du coup, d'ailleurs rebelote, nouveau temps exécrable qui s'annonce. Donc on se dit mince, on va pas pouvoir partir. C'est un peu dur à digérer parce que c'est vrai que quand ça fait tellement d'années qu'on se projette sur cette ascension-là, je l'ai tellement mentalisé cette ascension que le fait de s'être fait annuler une première fois, ça a été compliqué à digérer, mais c'est comme ça, c'est la haute montagne, c'est le jeu. Le fait de voir que on arrive vers le mois de juin là et qu'on voit qu'il fait un temps pourri et qu'on se dit oh là, on sait pas si on va pas repartir encore ou là, compliqué aussi. Et en fait, la veille pour le lendemain, avec mon guide, on n'arrêtait pas de regarder la météo et on se dit ok, on a une fenêtre de 4 heures pour y aller. Donc on monte la veille en ayant un temps un peu mitigé, etc. On avait prévu du coup de faire un bivouac hivernal, c'est-à-dire un bivouac dans la neige à 3500 mètres d'altitude. Avant de monter du coup les 700 mètres restants de dénivelé. Ok, attends, je pense que tu vas un peu vite, en tout cas pour moi, tu vois, quand j'essaie d'imaginer le truc. Bien sûr. Dis-moi tout. C'est une ascension déjà de combien de kilomètres, de combien de dénivelé? Alors, c'est une ascension qui fait 700 mètres de dénivelé. Ok. Et qui fait à peu près 8 km aller-retour. Ah oui, donc en fait, tu démarres déjà de super haut. Je démarre très haut, exactement. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi cette ascension-là pour la première, parce que je voulais pas qu'on se fasse 1500 de dénivelé à 4000 mètres d'altitude, sans savoir comment Ellie se comportait sur ce type d'exercice-là bien spécifique. Ok, mais pourquoi vous choisissez quand même de dormir tout proche, enfin sur le sentier? Alors, il y a deux choses en fait. À la fois pour le fun, parce qu'on aime bien faire du bivouac, et puis le bivouac hivernal, c'est sympa. Enfin voilà, c'est cool, c'est encore une expérience qui est chouette. Il y a à savoir qu'il y a donc on a pris un téléphérique depuis l'Italie, depuis Borris Servigna, on prend 3 téléphériques d'ailleurs pour arriver jusqu'à Plateau Rossa. Et là il y a un refuge. On n'a même pas demandé au refuge si il acceptait les chiens, c'est-à-dire que pour nous on était parti dans l'idée qu'on allait planter la tente avec le guide et que c'était chouette et voilà. Donc on s'est posé là. L'autre chose c'est que quand on fait de l'alpinisme en fait il faut partir très tôt le matin. Parce que pour des questions de sécurité, quand le soleil se lève, petit à petit, la neige se transforme, c'est-à-dire qu'elle va devenir plus molle.
et ça devient dangereux. C'est le moment où effectivement on peut avoir des accidents. Donc en général, on part tôt de nuit. Et là, pour cette ascension-là, par exemple, du bivouac, on s'est levé à 4h30 du matin, on a plié la tente et on est parti à 5h30. Donc voilà, et on est arrivé au sommet, je sais plus à quelle heure, mais c'était assez tôt. Donc voilà, effectivement, il y a ces deux raisons-là qui font que on est parti dormir là-haut. Et puis donc effectivement, voilà, le bivouac se passe très bien. On avait bien pris du matos pour qu'il n'ait pas froid, etc. Tu prends quoi quand c'est comme ça? Déjà de manière générale, au-delà du bivouac hivernal, je lui prends toujours un duvet. Ok. Je me suis rendu Spécial compte chien qu'elle ou était un duvet d'humain? pas du tout. Je prends un duvet taille enfant de chez Decathlon qui va très bien et qui est beaucoup moins cher. Il y a des duvets spécial chien qui existent mais qui sont très chers et mon duvet fait très bien l'affaire. Elle s'en sert à la fois comme tapis et puis à la fois comme couverture si jamais il fait froid. Je la glisse dedans en position ouverte et puis ça lui va bien. Et ça c'est de manière générale en fait même en plein été à 2000 ou 3000 d'altitude, je le prends tout le temps. Parce que je me suis rendu compte que ben voilà, même tu vois en mois d'août à 2000 mètres d'altitude, il peut faire 0 degré l'été. Donc je me rends compte qu'effectivement des fois voilà, elle tremblotait un petit peu, qu'elle venait de se caler contre moi, donc on le prend tout le temps. Et pour le bivouac hivernal, on a rajouté du coup un tapis de fitness qu'on a découpé pour l'isoler du sol. Et on lui a rajouté nos polaires sur elle, voilà, pour dormir. On a des grosses polaires en pilou-pilou, et elle a dormi comme un bébé. Voilà. Et puis derrière, on attaque du coup notre ascension. Donc toute la première partie, on n'avait pas spécialement besoin d'encorder. En fait, tu remontes sur des pistes de ski. On a choisi de partir depuis l'Italie puisque l'ascension elle est un petit peu plus longue. Elle fait 700 de dénivelé, ce qui est déjà pas beaucoup. Si tu pars depuis la Suisse, tu peux faire cette ascension en 350 de dénivelé. Donc le téléphérique suisse, il monte encore plus haut. Donc là, nous, on remonte sur les pistes de ski de Breuil-Servigna et ensuite, tu arrives sur la partie vraiment alpinisme, où là, tu as besoin de t'encorder. Tu arrives sur un immense plateau, le décor, déjà, il est déjà assez fou. C'est vrai que c'est magnifique. Puis le fait de partir si tôt, tu as le lever de soleil. Nous, on a eu la belle mer de nuages aussi, donc c'était assez féerique comme ambiance. Surtout pour ce long que de base, il devait faire un temps dégueulasse. Tu vois, quand on se retrouve avec ça, voilà, la récompense, elle est extraordinaire. Et, euh, et derrière arrive la partie alpinisme, effectivement, où du coup le guide passe toujours en premier, parce que c'est lui qui détermine par là où on va passer. Derrière, on a mis donc Brice, mon mari, encordé sur le guide, moi encordé sur Brice, donc tout sur la même corde, en dernière position. Et sur ma corde personnelle, on a encordé ma chienne, qui était du coup encordée uniquement sur moi. Et qui était intercalée du coup donc devant moi, mais derrière Brice, mais suffisamment loin pour pas qu'elle puisse l'atteindre, puisqu'avec les crampons d'alpiniste, on pourrait lui transpercer les pattes. Donc il faut surtout pas qu'elle puisse être en capacité d'aller le voir. Et à ce moment-là, Voilà. tu te sens comment? Enfin, tu vois, c'est le premier 4000 du coup que tu fais avec Ouais. elle. Enfin, Ouais. c'est quand même de la nouveauté, etc. T'es dans quelle émotion? Je pense que je suis dans une position de travail. En fait, je suis pas sûre de pouvoir dire que j'ai de l'émotion ou c'est-à-dire que je suis dans un mode automatique Focus. voilà. Ouais, je suis focus sur ma mission finalement et du coup ça se passe bien et je suis très contente que ça se passe bien, mais du coup j'ai pas d'émotion négative ou j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de stress parce que je me suis tellement préparée pour ce moment-là que tout est naturel, c'est fluide, ça se passe exactement comme ça devait se passer et ça c'est chouette quoi. Enfin, c'est voilà. Donc voilà, la seule petite interrogation que j'avais, c'était pas du tout sur l'encordement ou quoi, parce que ça on l'avait déjà fait. C'était sur le masque. On lui a acheté un masque de protection parce que quand on est sur un glacier, la réverbération de la glace sur nos yeux, elle peut être dangereuse. Et du coup, comme nous, humains, on porte des lunettes de glacier, j'ai fait le choix de lui acheter un masque pour chien avec une visière fumée. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on avait pas mal essayé à la maison, mais en fait ça l'enquiquinait clairement, et elle essayait toujours de se foutre des coups de patte au bout de 5 minutes, elle la gardait juste pour me faire plaisir, elle le gardait pour me faire plaisir, mais elle essayait toujours de l'enlever. Et c'est vrai que là, sur cet exercice-là, on se disait bon tant mieux si elle le garde, si elle le garde pas, tant pis, c'est pas la première fois qu'elle va dans la neige, hein, donc jusqu'à présent elle n'avait pas de masque, mais voilà, et toujours est-il qu'elle l'a gardé tout du long, donc Ok. Elle a dû sentir à quoi ça lui servait, quoi. Exactement. Est-ce qu'elle a senti l'utilité et qu'elle s'est rendue compte que c'était quand même vachement plus agréable de pas se prendre le soleil en pleine tête et voilà. Et ou est-ce que le fait qu'on soit aussi en mouvement, peut-être que ça l'a aidé à pas y réfléchir. On était en mouvement constant, donc finalement elle l'a peut-être un peu oublié aussi. T'as la sensation que dans ce genre d'exercice, elle aussi, elle est ultra focus?
Ouais, ah complètement. Et c'est vraiment hyper important. En fait, on n'est pas sur un exercice d'obéissance qui dure 15 minutes. Là, c'est qu'on part pour une ascension en cordée qui dure 4 heures. Donc en fait, pendant 4 heures, il faut qu'elle soit calme, qu'elle m'écoute parfaitement et que elle suive la trace. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de dévier de la trace. Il faut pas que, alors j'extrapole, hein, mais si elle voit un papillon, elle n'a pas intérêt d'aller essayer de mettre un petit coup de dent à côté ou de parce que ça peut nous faire dévisser. En fait, c'est hyper dangereux. Donc effectivement, je me rends compte que tout le travail qu'on a fait en amont sur le fait d'associer ce harnais à cette corde-là à un exercice où elle doit être hyper focus sur ce que je lui dis, et ben finalement, j'ai même plus tant besoin de parler. Elle adopte d'elle-même cette posture hyper calme. Alors que quand elle est en libre, tu la verrais, elle se promène à droite à gauche, elle s'en fout, elle fait la folle. Voilà, enfin, Elle a vraiment dissocié les deux. Ah, quoi. complètement, complètement. Et ce qui est du coup, voilà, c'est exactement ce comportement-là qu'il faut pour ce type d'exercice-là. Bon, tu veux qu'on reprenne sur l'ascension? Ouais, donc effectivement, on l'encorde derrière Brice et puis c'est parti. En fait, tu t'attaques et t'as une pente très raide. C'est ça finalement l'alpinisme, hein, c'est de monter une pente qui nécessite des crampons et pas des raquettes parce que des raquettes au-delà d'une pente, je sais plus ce qu'ils disent, 30 ou 35 degrés, c'est pas possible, c'est trop dangereux, ça glisse. T'es à Donc, plus de 35 degrés là? Ouais, ça peut, ouais, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu es en crampon, c'est pour ça que tu as un piolet dans la main, parce que si tu dévisser, ça veut dire tomber. Il faut que tu sois en capacité d'essayer de te retenir pour pas dévaler la pente. Donc effectivement, on est sur des degrés de pente qui sont tels que c'est pour ça que ça nécessite tout ce matériel-là, et pour elle et pour nous. Ok, et Ellie, elle a quelque chose aux pattes aussi dans ces cas-là ou pas du tout? Alors ça, c'est une super question. De base, on avait effectivement acheté des bottines avec une semelle en Vibram. Le Vibram, c'est une matière qu'on met aussi sur les chaussures des humains. Qui est censé bien tenir. Donc on a dépensé une petite fortune, 180 € pour ces petites bottines, pour se rendre compte au bout de 5 minutes qu'en fait c'était pas du tout adapté à ce degré de pente. C'est très dangereux, c'est-à-dire que ça glisse et la chienne elle patine et voilà. Donc rien ne vaut ces bonnes griffes, très simplement. Qui font guise de crampons pour l'ascension et en fait ça a été parfait quoi. Mais effectivement on en avait pris en voulant aussi lui protéger les pattes. Voilà, on lui met de la crème aussi graissante sur les pattes pour la protéger un petit peu des gelures. Elle est pas fragile des coussinets, donc c'est plus facile. Puis elle est entraînée aussi pour. Exactement, c'est vrai que l'hiver, vu qu'on vit dans les Alpes, on se fait des randonnées de 8-10 heures dans la neige. Et de manière générale, ça se passe bien. Donc, elle avait déjà pas besoin de chaussons à ce moment-là. Mais c'est super intéressant parce qu'à côté de ça, un chien pas habitué à la neige, des fois, tu l'emmènes juste se balader 1 heure et il a les coussinets complètement abîmés, quoi. Ouais, absolument. Alors, est-ce que c'est une question d'habitude et puis de propre chien aussi? Il y a peut-être d'autres malinois ou d'autres races de chiens qui seraient plus sensibles, je sais pas. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on a cette chance-là où, du coup, on se pose moins de questions. Et là, effectivement, ça s'est très bien passé. Du moment où on a enlevé les chaussons, c'était parfait. Voilà. Et puis, et ben derrière, du coup, ouais, on commence à grimper. Donc, tu fais des zigzags, voilà, sur une pente très raide. Et puis, tu vois très rapidement ton sommet. C'est assez chouette parce que on est parti, on était la 3e cordée. Donc, en fait, on voit que la première cordée, elle est déjà au sommet. La deuxième, on la double parce que une des personnes était dans le mal, clairement. Et ils nous regardent avec des yeux ébahis parce qu'en fait, ils avaient pas du tout compris quand ils nous avaient croisés la veille parce qu'ils avaient dormi au refuge qu'on allait monter avec la chienne. Donc, j'avoue que c'est assez gratifiant, tu vois, de voir qu'ils sont comme ça. On se dit, oh, c'est extraordinaire. Et puis, bah, du coup, ouais, on arrive au sommet quand la première cordée descend, ce qui fait qu'on se retrouve avec le sommet pour nous tout seul. Et là, le paysage, il est grandiose en plus, parce que t'es vraiment entouré de géants, donc que des 4000 mètres, que quand tu grandis en montagne, tu les connais tous. Donc c'est vrai que c'est chouette. Ça ressemble à quoi, le paysage? C'est des immenses dômes enneigés. Et puis t'as du moins enneigé en dessous, et du coup, t'as vraiment une sensation, vu que t'es pas sur le plus haut, t'es entouré de tous ces géants, comme je dis, et c'est vraiment une sensation particulière de tu te sens tout petit face à l'immensité du monde, quoi. C'est vraiment ça. C'est magnifique. Et arrivé là-haut, t'as le temps de rester un petit peu, de profiter du paysage, ou faut descendre assez vite? Bien sûr. Alors, ça reste une crête, donc y a pas, tu te poses pas pour pique-niquer, quoi. Voilà, tu casses pas la croûte. Mais oui, on est resté une bonne vingtaine de minutes.
Je pense à prendre des photos. Le guide, il est super parce que voilà, il nous prend en photo. J'ai une photo qui est incroyable. Mon mari Deli et moi là-haut, qui est extraordinaire effectivement parce que tu vois le paysage derrière. Tu te dis waouh quoi, elle est folle. Donc chouette. On prend le temps aussi de dire ah bah voilà, ça c'était le sommet, tel sommet. Voilà, donc non, on profite. Ellie, elle est fidèle à elle-même, elle attend, elle se pose, elle se pose pas trop de questions. Qu'on soit là finalement ou qu'on soit dans un alpage, ça lui change pas grand-chose tant qu'elle est avec nous. Et puis voilà, puis l'heure de redescendre derrière. Et là, par contre, on croise beaucoup de cordées. J'ai la chance d'avoir un guide qui connaît très bien son métier, c'est un vieux de la vieille et qui a cette habitude effectivement de choisir les bons horaires pour partir. Donc en fait, on peut profiter nous tout seuls tranquille du sommet. Et par contre derrière, on croise 25-30 cordées, je pense, qui montent. Et du coup, bah c'est pour ça que c'est aussi important que la chienne elle soit en capacité de comprendre et d'analyser ce qui se passe. La trace, elle est vraiment pas large pour passer. Dans une pente, on est vraiment sur un sentier à flanc et il faut laisser passer les cordées qui montent. C'est la règle. Donc en fait, il faut arriver à se caler sur le flanc au-dessus de la trace pour laisser passer ces cordées. Cordées qui forcément bloquent tous face à la chienne avec son petit masque mignon et du coup ils la prennent tous en photo. Enfin voilà, donc ça devient un petit peu la vedette du sommet et du coup forcément il y en a qui la caressent, etc. Donc c'est pareil, il faut pas avoir un chien réactif parce que ils tendent les mains, parce qu'ils ont envie de la féliciter. Je pense que ça leur refait un peu aussi leur moment quoi. Ils sont un peu dans le dur en train de grimper et d'un coup ils tombent sur un chien, donc La c'est bouffée pas d'air. du tout attendu. Ouais, exactement. De se dire oh donc mais c'est des moments qui sont vraiment chouettes parce que c'est vrai quand on compare au fait que il y a quelques années je me suis fait lyncher sur les réseaux dans cette démarche de vouloir emmener ma chienne à ce type d'altitude et quand je vois finalement maintenant la réaction des gens face à cette prouesse, je vais dire ouais c'est cool, c'est voilà ça fait du bien. Donc voilà, et puis après on redescend tranquillement et puis on va récupérer. On avait caché nos sacs de bivouac dans un coin pour pas se taper les 15 kilos sur le dos de matos et puis après voilà on mange un petit bout au refuge et on redescend tranquillement avec le téléphérique, les étoiles plein les yeux. Trop bien. Et la descente, elle est pas, enfin, tu vois, on parle souvent de la montée, que c'est dur, que c'est éprouvant et tout, mais en vrai, la descente, c'est rarement plus facile. Comment enfin, comment ça se passe pour toi et Ellie là-dedans? Alors là, du coup, on inverse les positions. Le guide doit passer en dernière position parce que c'est lui qui, si jamais tu chutes, va essayer de retenir et donc il faut qu'il nous ait en visu tous. Comme toi, tu Du fais coup, avec Ellie au final. exactement. Et du coup, donc Ellie se retrouve en première position, suivie de moi, et derrière Brice et puis le guide. Et là, ça se passe bien parce que finalement, Ellie, vu qu'elle a toujours l'habitude d'être en première à la montée, elle a essayé de tracter un peu, etc. Alors que là, la descente, elle marche super calmement et voilà. Et globalement, ça se passe sans aucune difficulté. Enfin, vraiment, il y a vraiment rien à Ok. signaler, quoi. Ok, trop bien. Et est-ce que tu mets des choses en place? Tu vois, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des chiens sportifs qui vont voir l'ostéo régulièrement, qui donnent des compléments, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu l'accompagnes à ce niveau-là ou pas du tout? Ouais, alors c'est vrai qu'on le dit souvent, mais avec mon vétérinaire et puis mon ostéopathe, on considère que c'est une athlète. Donc effectivement, on va chez l'ostéopathe 2 à 3 fois par an. Là d'ailleurs, tu vois, j'y étais la semaine dernière pour la faire checker un petit peu parce que j'ai une très très grosse saison de randonnée l'été, bien plus que l'hiver. L'hiver, je randonne, mais on fait moins de hautes altitudes et moins de dénivelé. Et, euh, et du coup là effectivement voilà je la fais checker régulièrement. Le vétérinaire, je lui demande évidemment son conseil et son aval pour ce type d'ascension aussi. Mais ça pose pas de difficulté parce qu'en fait depuis toujours ils savent qu'on randonne beaucoup. Donc c'est pas une idée que je sors de nulle part et que d'un coup voilà c'est une chaîne dont c'est le mode de vie de manière générale de randonnée. Et donc effectivement au niveau de l'entraînement, j'ai pas un entraînement spécifique aux 4000 puisque tous les week-ends, 1 à 2 fois par semaine, si ce n'est même 3 des fois en after work, je randonne avec elle. Donc en fait elle bouge du dénivelé du kilomètre tout le temps. Et ce qui fait qu'elle a effectivement une endurance qui est assez impressionnante. J'adore. En after work, les gens, ils vont boire des coups en after work. Toi, tu pars en rando.
Ouais, bah ouais, nous on se fait des petits casse-croûtes couchers de soleil parce qu'effectivement on a la chance d'avoir pas mal de sommets pas très loin de la maison. Trop bien. Un peu plus tôt, tu disais donc qu'il y avait des risques liés à l'altitude, donc que ce soit pour les humains ou pour les chiens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, absolument. Le risque en fait c'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. L'altitude, donc je Ça sais vient pas à si quelle tu le sais, mais altitude, ça? alors ça dépend des personnes, ça dépend de ton entraînement, ça dépend de pas mal de choses. Ça vient pas forcément d'ailleurs. C'est vraiment spécifique à chacun et c'est pas parce que t'es ultra sportif, ultra entraîné que tu seras pas sujet au mal des montagnes. Ça c'est Un un peu peu comme le mal de mer, quoi. la roulette russe. Ouais, exactement. Et du coup, c'est pour ça que je conseille vivement les gens qui souhaitent faire de la haute montagne avec un chien d'essayer avec des altitudes progressives à 3000, 3100, 3002 avant d'essayer d'aller taper justement de la Grande Sassière ou du Barorne plus haut parce qu'on sait jamais comment nous-mêmes en tant qu'humains on va réagir et on sait pas comment le chien peut réagir. Le mal des montagnes, c'est une réaction physique au manque d'oxygène, hein, et ce qui fait que nous, en tous les cas, on va dire en France, en Europe de manière générale, ça peut se révéler par de, des maux de tête, vertiges, nausées, vomissements. Et si tu montes derrière dans des pays, on va dire plus comme le Pakistan, le Népal, etc., où là il y a des géants du type des 6000, des 8000, le Nanga Parbat, le K2, l'Everest, etc. Là, on est sur du mal des montagnes où ça peut être mortel. C'est-à-dire que tu peux commencer à être atteint de cécité, tu peux commencer à faire un œdème cérébral. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a malheureusement souvent des alpines qui décèdent là-bas. En France, on n'en est pas là. Enfin, peut-être que ça arrive, hein, mais c'est très rare probablement. En tous les cas, ça peut quand même te mettre suffisamment mal pour que tu doives redescendre. Il y a certaines personnes qui doivent finir par appeler les secours parce qu'ils sont plus en capacité de faire grand-chose. Voilà. Et donc, faut imaginer que pour un chien, ça peut être pareil. Et ça, on le sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Et c'est pour ça que je conseille d'être progressif parce que oui, ça arrive. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont obsédées par le trophée de la Grande Sassière. Et je comprends hein, cet engouement pour ce sommet-là. Et en fait, ils emmènent des chiens qui ont jamais fait de 3000 et ils les emmènent directement à 3750. Et ce qui fait que la pression sur le corps du chien, comme de l'humain, elle est énorme. Et on sait pas du tout comment ça peut se passer. Donc il y a des chiens pour qui ça va très bien se passer, hein, et le maître se rendra pas du tout compte qu'il a soumis son chien à de telles conditions. Et puis il y en a d'autres en fait où, et je l'ai vu sur les réseaux, hein, c'est pour ça que j'en parle, des chiens qui vont se coucher et qui vont pas repartir. Et là t'es bien, parce que derrière ton chien faut le redescendre. Donc effectivement non, faut faire Parce que t'as attention. pas de premiers symptômes, justement, tu sais, de premiers signes qui peuvent te dire, ah, ok, là, peut-être que ça commence à être tendu pour lui, tu vois, avant Alors qu'il se couche en mode sitting. si, bien sûr, sauf que je pense que tu sais, comme dans tous les sports, il y a une espèce d'euphorie quand tu montes des sommets pour surtout des gens qui n'en ont pas fait, qui ont envie d'arriver à monter leurs 3000, qui fait qu'ils ont peut-être tendance à pas vouloir les voir, ces signes-là. Exactement, à minimiser en se disant ça va, mais si, bien sûr que le chien il va commencer à halter. Voilà, j'imagine bien. Moi, Elie me l'a jamais fait, donc je peux pas en parler spécifiquement. Mais j'imagine complètement que ton chien, avant de s'écrouler, tu vois 2-3 signaux de Ouais, il va fatigue ralentir et un un peu. comportement qui est inhabituel finalement, parce qu'on est censé bien les connaître quand même, donc on le voit arriver le truc. Hein. Voilà. Pour contrer ça, il y a quelque chose qui est très simple, et c'est la base de ce que font les sportifs de haut niveau quand ils viennent en altitude. Pour se doper de PO, comme on dit, c'est simplement d'enchaîner les 3000 mètres à basse altitude. En fait, plus tu montes en altitude, plus ton corps va ressentir le manque d'oxygène et plus ton corps va produire des globules rouges. Et du coup, cette armée de globules rouges, elle sert à transporter l'oxygène de tes poumons à tes organes. Et donc, plus ton corps produit en réaction au manque d'oxygène, hein, donc le premier, tu vas ramasser un peu, tu vas sentir le manque d'oxygène, hein, tu le sens. Et tu le sens, les gens, en général, ils commencent à le sentir vers 2007-2008 quand ils n'ont pas l'habitude. Moi, je le ressens maintenant à peut-être 3008, 3009. Je commence à sentir le manque d'oxygène qu'à partir de là. Avant, je sens rien du tout. Et du coup, effectivement, bon, la première fois, tu ramasses un peu, et puis la deuxième fois, tu vas ramasser un petit peu moins. Pourquoi? Parce que ton corps, du coup, il a surproduit des globules rouges pour compenser ce manque d'oxygène. Donc, tu as une armée de petits globules rouges qui vont être là pour amener l'oxygène aux organes.
et derrière, ça passe mieux. Et en fait, c'est exactement le même principe pour le chien. Et cette armée de globules rouges, tu la gardes pendant jusqu'à 4 mois. Donc en fait, si tu commences à faire des 3000 et que t'enchaînes les 3000, derrière, quand tu montes à 4000, ça passe un peu mieux, on va dire, que si d'un coup, tu te prends un 4000 dans la tête direct. Ok. Et justement, pour les personnes qui aimeraient se mettre à ce type d'exercice, quels conseils tu leur donnerais? Il y a pas mal de choses. Quel conseil? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de monter progressivement en altitude. Je sais que les réseaux sociaux, ça génère euh, parfois de l'envie. Ça peut générer de la frustration. Et j'ai des personnes qui sont venues me dire, je vais faire ça avec mon chien, etc., etc. Je vais contacter un guide. Mais non, c'est pas du tout ça que je veux transmettre en fait. Moi, je veux transmettre justement tout ce cheminement qui a été long parce que ma chienne, moi je fais de la montagne depuis qu'elle est née avec elle et ma chienne, son premier 4000, je lui fais faire à 5 ans et demi. Et finalement, cette progression, je suis tellement contente de l'avoir faite comme ça, de prendre le temps, de l'endurcir physiquement aussi, d'avoir cette confiance mutuelle, comme je le disais, et surtout la maturité du coup, parce que j'ai vraiment pris conscience sur le Brighthorn. Je le savais avant, parce que sur le papier, c'était évident qu'il fallait avoir un chien qui soit à l'écoute, qui soit calme, mais j'en ai pris conscience en le vivant réellement de si ton chien il peut très très bien obéir, hein. Il y a des Malinois à 2 ans, c'est des monstres d'obéissance qui font du ring, etc. Sauf qu'à 2 ans, le chien il est quand même sur pile, c'est des Duracell les chiens. Et se concentrer pendant 4 heures pour marcher à un rythme hyper lent, parce que tu marches pas du tout sur un 4000 comme tu marches à 2000 mètres, hein. C'est très très lent, t'as l'impression que tu grimpes l'Everest. Et du coup, le chien, il faut qu'il puisse être calme. Et du coup, c'est pas juste de l'obéissance un quart d'heure, c'est un tempérament entier, c'est une posture entière que le chien doit adopter. Et de ce fait, je pense simplement qu'il faut attendre que le chien soit mûr pour ça. Et du coup, le premier conseil, c'est de patienter. Parce que le fait, du coup, de pouvoir faire plein d'autres sommets avant, et des sommets avant les 4000 qui sont déjà magnifiques, il y en a beaucoup. Il faut pas attendre 5 ans et ça sert à rien. Moi, avant de faire le 4000, on a fait 17 sommets de 3000 avec Ellie. C'est pas nécessaire de faire 17 sommets de 3000 avec un chien avant de tenter un 4000. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce qu'effectivement. Oui, et puis comme tu disais, ta démarche c'est pas forcément d'aller choper le sommet le plus haut, mais c'est juste d'aller kiffer en montagne avec ton chien, quoi. Et du coup, je pense vraiment que il y a largement de quoi faire avant d'aller sur ce type de sommet-là, justement pour voir comment le chien réagit, pour voir pour s'entraîner aussi, parce que pour l'entraîner avec son fameux harnais d'alpi et sa corde, il a bien fallu que j'aille m'entraîner sur des sommets qui sont qu'à 2000 mètres d'altitude, sur des terrains un petit peu aériens, etc. Donc effectivement, ça c'est hyper important. Et puis j'ai un petit retour d'expérience que j'avais pas du tout prévu sur cette ascension, justement pour les gens qui promènent leur chien en libre comme nous. Ellie, du coup, elle est très peu attachée. Mais enfin, ça n'arrive jamais, si ce n'est sur les parties aériennes et en entraînement. Et du coup, là, le fait qu'elle ait été encordée pendant 4 heures et qu'elle ait cherché à tracter puisqu'elle était positionnée entre mon mari et moi, elle m'a tracté. Et donc, elle n'a pas cet entraînement-là de traction qu'ont beaucoup d'autres chiens, parce que les 3/4 des chiens que je vois en montagne, ils tractent de toute façon. Et donc en fait, le lendemain, quand on est rentré, elle m'a fait une contracture sur une patte, due probablement à une très grosse crampe. Donc je suis allée voir le vétérinaire immédiatement, on lui a donné du Prévicox, donc c'est un anti-inflammatoire, et alors 2 heures plus tard, elle galopait, enfin voilà, donc c'était pas aucune difficulté. Mais ça, c'est vraiment un retour d'expérience que j'ai c'est simplement le vécu qui fait que t'avais pas envisagé forcément. Effectivement, ouais, complètement. Et que désormais, du coup, je vais prendre en considération dans son entraînement pour les prochains, pour l'habituer à tracter un petit peu les semaines d'avant, histoire qu'elle soit bien prête musculairement parlant sur ces endroits qu'on sollicite moins d'habitude. Ok. Parce que t'envisages d'autres grosses ascensions comme ça dans les mois ou années à venir? Ah bah écoute, dans 4 jours, je repars sur un 4200. Ok, dans les jours à venir alors. Et c'est lequel? Ouais, c'est la pyramide Vincent, D'accord. du coup, qui est un sommet italien dans le massif du Mont Rose. D'accord. Là, on a 1000 mètres de dénivelé, donc on augmente progressivement toujours le dénivelé, le kilométrage. Et puis voilà, donc ça devrait être chouette là. Trop bien. Tu le fais accompagner d'un guide une fois encore? Toujours pareil, le même. De toute façon, à partir du moment où t'es bien, la haute montagne, c'est vraiment une question de confiance, hein, parce que tu mets ta vie entre les mains de la cordée entière et pas seulement du guide.
Donc tu pars pas avec des inconnus. Enfin, personnellement, en tout cas, je pars pas avec des inconnus faire de l'alpinisme. Tu vois, quand j'y allais, même sans Ellie, j'y allais avec des amis que je connais très très bien, parce qu'effectivement, voilà, c'est vraiment une question de confiance. Chaque pas, tu mets en péril la vie des autres, parce que si l'un dévisse, les autres peuvent essayer de le retenir. Si deux dévissent, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc oui, il y a toujours le même guide. Ok. Et justement pour ce type d'ascension, quand tu pars avec un guide, tu comptes à peu près quel budget? Est-ce que ça va être le même pour chaque ascension ou ça varie en fonction du dénivelé, etc.? Ça varie en fonction du temps que tu passes avec le guide. Il y a un forfait, en fait, t'as des honoraires déjà. Donc le premier sommet, on va dire qu'on a passé un peu plus de 24 heures avec le guide, on va dire 36 heures. Et le forfait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on payait 510 € pour deux, du coup. Enfin, deux, trois avec la chienne. Et donc 510 € d'honoraires. Et en fait, derrière, tu rajoutes le prix des téléphériques. Tu payes aussi le téléphérique pour le guide. Alors, il a des prix préférentiels. Et ensuite, tu payes également si tu prends des nuits, par exemple, en refuge ou quoi. Donc là, c'est ce qui va se passer pour ce deuxième sommet. On va dormir en refuge. C'est un refuge qui accepte les chiens, mais on va dormir séparés des autres dans la partie non gardée. On appelle ça la partie hivernale. Parce que les refuges sont pas gardés toute l'année, mais ils laissent un local ouvert pour les alpinistes en perdition qui auraient besoin d'un abri. Donc effectivement, on va dormir là, et donc là, faut compter également la demi-pension dans le refuge pour tous les deux avec mon mari, plus celle du guide. Donc ça rajoute aussi quand même, ce qui fait que et plus le trajet, parce que tu transportes le guide aussi, plus la dernière chose qu'il faut penser quand on prend un guide. Il y a une tradition, c'est vrai que c'est une coutume, mais il faut le savoir. Tu prends à manger pour ton guide tout le temps. Et tu prends aussi tous les encas, les barres de céréales, etc. Voilà, tous les petits goûters que tu peux prendre pour te resucrer un petit peu. Tu prends tout pour lui également, puisque on part du principe que lui, il va déjà porter tout le matos de corde, etc. Alors avec un chien, c'est un peu différent, parce que moi aussi, du coup, je me retrouve à porter une corde. Donc finalement, c'est Brice qui se retrouve à porter tous les pique-niques. Il espère que les pauses goûters, elles vont arriver vite. Mais du coup, ouais, on gère comme ça. Ce qui fait que la première ascension, je pense au total, elle nous a coûté 680 €. Je crois que c'était ça que j'avais calculé. La deuxième ascension nous coûte plus cher, parce que là, on part vraiment sur 2 jours entiers. Puis il y a une nuit, etc. On compte le transport aussi, donc il faut quand même taper la route, etc. pour y aller. Parce tu passes par le tunnel du Mont Blanc. Exactement. Donc ça rajoute déjà pas mal. Ouais, Alors après, les guides, ils ont des tarifs préférentiels. C'est pareil pour le guide, pour le tunnel du Mont Blanc. Là, ça nous coûte 22 € l'aller-retour, par exemple. Ok. Donc c'est rien du tout par rapport au prix que ça devrait. Et du coup, là, la deuxième ascension va nous coûter 1188 €, si mes calculs sont exacts. Donc quasiment 1200 €. Donc c'est quand même un très gros budget. Surtout pour selon que c'est des sommets où je commence à avoir suffisamment d'expérience je pourrais les faire toute seule. Pas toute seule avec la chienne, mais je pourrais emmener mon mari et voilà, sans guide. Mais voilà, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour ça. Et puis je vais probablement faire une journée de formation supplémentaire pour vraiment retravailler tout ce qui est risque de chute dans les crevasses, voilà, pour vraiment bien me remettre tous ces automatismes en tête et voilà, être capable de gérer si derrière je veux partir seule avec ouais, d'avoir complètement confiance, je pense que c'est important. Ouais. Et justement, t'as pris des cours, tu sais, de premier secours. Je sais que ça existe aussi pour les chiens, pour humains et pour chiens. Alors, il s'avère que en fait, j'ai un passif de pompier volontaire. J'ai été pompier pendant 7 ans. Mon mari est pompier de Paris. Donc effectivement, on est quand même assez calé à ce niveau-là. J'ai pas fait pour l'instant de stage de secourisme canin. J'y pense. On me l'a proposé assez récemment. J'ai vu passer des dates, etc. Voilà, j'y pense effectivement parce que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que de manière du coup générale, et c'est pour ça que je l'ai dit au tout début, je suis très calme. C'est pour ça que je pense que je saurais gérer s'il arrivait quelque chose, même si c'était Ellie, parce que effectivement, j'ai oui, et de par ton passé, t'es quand même exactement. Je suis entraînée pour réagir dans l'urgence et pour prendre des décisions justement immédiates face à un danger imminent, et puis à soigner directement. Voilà, donc ça devrait voilà, bien se passer normalement s'il arrivait quelque chose. Oui, t'as quand même un bagage, t'es pas sans rien. Ouais, complètement. Okay, et puis j'ai quand même mon mari qui est là pour assurer derrière aussi, si jamais, voilà, je sais qu'il
c'est mon arrière-garde, quoi. Ok, trop cool. Je voulais te demander aussi, donc tu disais plutôt que t'es originaire des Alpes, enfin voilà, c'est vraiment ton petit coin, et donc je sais aussi que t'as un super site internet où tu références pas mal de randonnées, enfin voilà, que t'es super calé sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, que ça soit des hauts sommets ou pas du tout, tu as vraiment quelques randos qui sont vraiment coup de cœur, accessibles aux chiens et que bah tu vois tu invites à découvrir. Ouais, il y en a tellement. J'imagine. C'est dur. Euh, j'ai découvert assez récemment, du fait de la période Covid, on devait partir au Kirghizistan de base avec mon mari, et le voyage a été annulé 3 fois. Et la finalité, c'est qu'on se retrouve un peu par hasard à découvrir les Hautes-Alpes, que je connaissais pas du tout. Puisque chauvine que j'étais, bah voilà, je suis originaire de Haute-Savoie. Déjà, on vit en Savoie, donc là, j'ai étendu mon champ des possibles en vivant en Savoie de manière exponentielle, et c'est vraiment chouette. J'ai découvert un super terrain de jeu, mais j'étais jamais allée jusque dans les Hautes-Alpes. Et là, ça fait 2 ou 3 ans d'affilée qu'on y va. On y a passé l'équivalent de quasiment 2 mois de vacances tellement ça nous a plu. Et donc là-bas, effectivement, j'ai des sommets qui sont extraordinaires. Je pense que le plus dingue qu'on a fait, c'était le Bric de Rubren, euh, qui est un sommet par contre qui est long. Donc évidemment, je peux pas le conseiller à tout le monde parce qu'il y a du dénivelé, il y a du kilomètre. Mais on est transporté dans un autre monde. C'est hors du temps, Tu peux le littéralement, décrire? parce que ouais, bien sûr. En fait, les Hautes-Alpes, ça a pour particularité que c'est beaucoup moins peuplé en termes de tourisme, tourisme montagnard, on va dire, que les Alpes du Nord qu'on connaît bien. Donc Alpes du Nord, tout ce qui est Isère, Haute-Savoie, Savoie. Et du coup, déjà, il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est assez fou quand tu passes 24 ou 48 heures à rencontrer personne. Tu le vis pas souvent, on va dire en France. Hein. Tu te dis pas parce que si tu peux le vivre au fin fond de la Mongolie, tu te dis pas qu'en France tu peux vivre ce genre de choses. Donc il y a déjà ça. Et en fait, c'est des immenses plaines. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que tu commences par des parties un peu forêt, etc. Donc tu as une végétation qui est verdoyante. Et derrière, tu arrives dans des vallons immenses que tu traverses, où souvent tu as le petit ruisseau mignon qui traverse, tu vois. Et tu remontes ces vallons pour derrière monter, du coup, sur le côté tout ce qui est lunaire, où là c'est désertique et la végétation, elle se raréfie complètement. Et ce sommet-là, il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un bivaco. Un bivaco, c'est une petite cabane non gardée. C'est un petit refuge, si tu préfères, mais il y a personne dedans. Tu viens, tu déposes juste tes petits sous il y a une petite boîte qui est destinée à une petite tirelire, quoi. Tu mets tes 10 ou 20 balles pour passer ta nuit. Et en fait, tu peux passer ta nuit ici. Donc, il y a un bivaco qui est à plus de 3000 d'altitude. Et du coup, on a passé la nuit dans cette petite cabane toute mignonne avec un point de vue de dingue. Et on a fait notre ascension le lendemain matin. Et bon, les Hautes-Alpes, il y a beaucoup de caillasses, faut aimer, hein. C'est de l'ardoise, c'est très particulier, c'est très noir, et tu montes sur ce sommet, et là, t'as une vue, c'est un 3300 mètres, et t'as un horizon à perte de vue, qui est incroyable, mais vraiment, qui est fou. Et tu peux le prendre par un autre versant, où là, tu vois que des lacs qui sont complètement perdus, où tu croises personne aussi, et des lacs de montagne comme ça, ouais, avec des couleurs, des fois tu te retrouves avec des trucs turquoises, tu sais pas d'où ça sort, quoi. C'est incroyable. Vraiment, donc le Bric de Rubren, ouais, extraordinaire. En Haute-Savoie, j'en ai un en tête qui s'appelle le Glacier du Tour et le refuge Albert Ier. Ah, je vois très bien, ouais. Ça te permet d'aller voir de près un glacier. T'es pas obligé de monter dessus parce que moi de temps en temps je monte dessus, mais tu peux aller au pied du glacier. Et c'est vrai que cette randonnée-là, plus que certains autres glaciers de Chamonix, je l'ai vraiment trouvé super en circuit. Elle est vraiment très 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 belle. Mais après t'en as tellement, enfin Mais sur c'est notre intéressant que tu parles de ça parce que tu vois, enfin, je suis partie en randonnée pour le faire justement. Ça avait l'air plutôt dégagé. Enfin, tu vois, il avait fait beau, etc. Donc il y avait quand même beaucoup moins de neige. Et au final, plus on avançait, plus on tombait dans les névés, etc. Et c'est pas un truc que moi personnellement je suis habituée à faire. ouais, tu Et n'avais au pas final, bah, pensé, ouais. on a rebroussé chemin parce que bah. Enfin voilà, le but c'était pas de traverser de la neige. En tout cas, on était avec Floki et on savait pas trop comment appréhender. Est-ce que tu aurais des conseils justement là-dessus, tu vois, aux gens à qui ça peut arriver? Ouais, bien sûr. Mais alors, vous êtes parti à quelle période? On est parti en juin-juillet.
Juin, ouais. Ouais, voilà. Donc le grand classique. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de transmettre sur les réseaux pour pas que les gens qui viennent en vacances chez nous aient de mauvaises surprises, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de vivre ici et qui dépensent des fortunes pour venir. Et quand tu viens, souvent les gens alors c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'enfants, pas toujours, ils vont essayer de venir hors saison en se disant bah on va éviter juillet, août pour éviter les touristes. Et ce que je comprends, parce que c'est ce que je fais aussi. Sauf que ils prennent pas du tout en considération l'altitude. Et faut vraiment imaginer que et les lacs de montagne et les sentiers sont toujours couverts de neige. En mai, c'est une certitude. En juin, ça commence à fondre. Je parle d'altitude au-delà de 2000 mètres d'altitude, on va dire. En mai, par exemple, je crois que fin mai, début juin, j'ai fait un bivouac à 2000. J'ai bivouaqué dans la neige, ce qui n'était pas prévu, hein, mais et du coup, déjà rien que si effectivement vous avez peur de tomber sur des névés persistants, simplement de partir aux bonnes dates. C'est-à-dire qu'on vise pas le mois de juin pour effectivement essayer d'aller à 2005 ou 2007 d'altitude. Ou alors c'est que tu sais à quoi t'attendre et que tu vas prendre des crampons et que tu vas monter en mode alpi ou éventuellement avec des raquettes, mais tu montes pas à pied comme ça. Et il y a beaucoup de gens, alors pas avec des chiens, donc ça intéressera moins ici, mais le grand classique sur cette zone-là, c'est le lac Blanc de Chamonix, lac Blanc d'Argentière, où il y a beaucoup de gens qui commencent à monter au mois de juin, mais en fait il est complètement gelé et recouvert de neige. Donc les gens montent, ils ont l'immense déception en arrivant, parce qu'ils sont convaincus que pour eux ça va passer, et on leur dit mais non, le lac il est toujours gelé, on n'y va pas nous-mêmes. Donc et ça c'est effectivement quelque chose où bah ouais, c'est décevant pour vous. Et bon, donc déjà la première chose, ouais, c'est vraiment de faire attention à la date, de vraiment se dire la période. Ouais. En fait, se caler vraiment sur les remontées aussi, j'imagine. Alors ouais, alors t'as les remontées mécaniques, ça c'est une première chose, mais vraiment garder en tête que la période mai-juin c'est la fonte. Donc des fois une année sur 10, tu vas avoir de la chance, ça aura fondu avant, mais ce sera pas le cas. Donc pour te donner un ordre d'idée, les 3000 mètres en général on commence à les faire début juillet, mi-juillet même, pour ceux des Alpes du Nord. Alpes du Sud, on peut compter mi-juillet, mais Alpes du Nord avant pardon, début juillet pour les Alpes du Sud. Ouais, mi-juillet, et tu vas probablement devoir traverser les névés, effectivement. Et si t'es pas à l'aise avec ça, parce qu'un névé, ça peut être dangereux, pour franchir un névé, faut pas le faire n'importe comment, faut pas avoir des baskets lisses. Donc effectivement, voilà, tu peux être confronté vite à être en posture voilà, de danger pour pas grand-chose finalement. Mais c'est quelque chose que tu conseillerais pas, justement, tu vois, t'arrives sur un évé, t'es pas équipé pour. Enfin, je sais pas quel équipement il faut avoir, mais mieux vaut rebrousser chemin que Des bonnes s'obstiner chaussures. à le traverser, Ouais, quoi. ça dépend. En fait, ça dépend de plein de choses. Si t'as une trace ou pas. Déjà, si ton évé, il est vierge, pose-toi les bonnes questions. Parce que dis-toi que là où tu vas randonner, t'es pas la seule à vouloir randonner. Donc, il y a forcément des gens du coin, des gens expérimentés qui ont voulu passer par là. S'il y a aucune trace, demande-toi pourquoi il y a aucune trace. Parce que peut-être qu'il y a un autre passage, ou peut-être qu'ils ont effectivement fait demi-tour. Ça, c'est la première chose. Et si t'as par contre des traces et que tu vois que c'est bien pétiné, ton évé, tu peux le franchir. Mais tu fais gaffe parce que ton chien, souvent enfin moi en tout cas, les chiens avec mes copines quand on les promène, ils adorent jouer dans la neige. Ils voient voilà, un pauvre névé, ils ont qu'une envie, c'est de se jeter dedans. Sauf qu'il faut faire gaffe s'il n'y a pas le précipice derrière. Si c'est un névé ou c'est juste voilà une petite pente et qu'il n'y a rien derrière, tu t'en fiches un peu. Si tu vois que c'est aérien, tu joues pas, quoi, tu l'attaches. Et avoir des bâtons, ça aide beaucoup aussi pour s'équilibrer, justement, pour éviter de glisser. Ça arrive beaucoup plus vite, beaucoup plus que ce qu'on pense, hein, des gens qui se cassent la gueule sur des névés. Moi, j'ai un gamin de 15 ans qui a dévissé devant moi il y a quelques années, qui a fait 30 mètres, du coup, et qui a atterri en bas dans la caillasse, avec ses parents qui hurlaient, parce que il a glissé sur un névé et que lui voulait prendre le névé par le bas et que moi, je voulais prendre le névé par le haut et que, bah, il a essayé par le bas et ça passait pas. Donc voilà. Toujours faire gaffe dans tous les Ouais, cas. exactement. Okay. Non, bah après, enfin, tu vois, nous on était passés par là. Enfin, on s'est dit ok, on va faire une rando. On a vu que c'était accessible et que tout avait pratiquement fondu. Il y a juste un côté où on n'avait pas vu et c'était pas grave, tu vois. On est passé par les posettes. C'était aussi incroyable et tu vois, le but ultime, c'était pas forcément de faire ça, mais du coup, c'est vrai que quand on était arrivé devant, on était un peu embêtés, genre bon. Ouais. Bah, du coup, on a fait demi-tour Ouais, parce que je on savait comprends. pas trop comment appréhender Ouais, le bien truc et sûr, plutôt que de je prendre des comprends risques. complètement. Oui, puis dis-toi surtout que
souvent t'as un premier névé, mais en fait tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Exactement. si tu commences à en voir un, deux, trois, tu peux être sûr que ta partie finale elle va être enneigée complètement et que ça devient un galère quoi. Le but c'est pas de se mettre en danger. Mais c'est pas chose évidente que de faire demi-tour, vraiment. Surtout quand on est en groupe, des fois il y a des effets de groupe qui font que t'as envie de poursuivre parce que t'es venu là. Surtout quand t'es en vacances, t'as qu'une semaine, tu te dis je veux faire ce truc là et bon c'est raisonnable mais c'est pas évident. Ok, donc tu parlais de cette randonnée, donc plutôt à faire entre mi-juillet et mi-août, quoi. Ouais, absolument pour la faire. Et après jusqu'en octobre, par contre, c'est magnifique avec les sapins, les couleurs orange et tout. C'est incroyable. En plus, du coup, le glacier il est bien visible derrière. Ouais, non, très 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 belle randonnée à faire effectivement. Trop bien. Et si jamais les personnes qui nous écoutent veulent faire des randonnées ou de l'alpinisme, enfin qui sont aguerris pour en tout cas, ils peuvent trouver plein d'infos sur ton site. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, absolument. De base, l'idée du site internet, elle est née parce que je trouvais pas les infos que je voulais pour randonner avec ma chienne, tout simplement. Vu que quand moi j'ai grandi du coup dans le massif du Chablais, c'est un massif où il n'y a pas de restrictions pour les chiens. Donc je me suis jamais posé de questions. Vu que j'ai eu d'autres chiens avant, je me suis jamais posé de questions sur est-ce que j'ai le droit de randonner ou pas à cet endroit-là. Voilà, c'était naturel. Et du coup, quand on a eu Ellie, donc de base on était à Bordeaux pour la carrière professionnelle, etc. On a déménagé en Savoie pour se rapprocher des Alpes. Et je me retrouve à faire un peu les sommets aux alentours, puisque ça y est, nouveau terrain de jeu, je découvre tout un monde, je me dis c'est génial, il y a plein de sommets à découvrir. Et donc je fais les sommets autour de la maison et on se dit on va faire le Mont Granier. Et on arrive là-bas et on voit pas du tout les énormes panneaux qui disent interdit aux chiens, réserve naturelle. Là, on commence à grimper et puis vraiment, je pense qu'en plus on voyait que ça, mais nous on était dans notre petit monde, contents de venir faire la rando. Tu t'es pas posé la question, Et du coup tu voyais même pas les ça m'a signes, même quoi. pas traversé l'esprit qu'en fait il y avait des réserves, il y avait des parcs. Je m'étais pas du tout intéressée à cette question-là. Et on monte, et puis j'ai un paysan du coin qui me dit ah le chien normalement c'est interdit, mais du coup au moins attachez-le en laisse. Ok, du coup je l'attache en me disant bon, mais voilà. Et puis on monte, on se prend pas spécialement de remarques des gens ou quoi. Et en fait en redescendant, c'est là que je vois le panneau. Et je me dis oh merde, enfin vraiment quoi, c'est mince, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je suis pas du tout là pour débattre ou pas de l'interdiction. Moi si c'est interdit, c'est interdit. Je respecte complètement. Et là je me rends compte qu'effectivement il y a pas mal de choses à savoir par rapport à tout ça, et donc je cherche un peu des infos et je trouve pas. Et en fait, je me rends compte que c'est un foutoir monstre par rapport aux règles, juste sur la légalité, juste sur à quel endroit voilà, où est-ce que je peux aller me promener avec mon chien. Les règles des parcs nationaux sont pas les mêmes que les règles des réserves naturelles. Entre les réserves naturelles, c'est pas les mêmes règles. Certaines interdisent au cœur de la réserve, d'autres autorisent en laisse. Voilà. Et là-dessus, tu rajoutes aussi tout ce qui était arrêtés municipaux, préfectoraux, Qui change régulièrement. qui changent régulièrement pour les périodes d'estive en disant tel alpage c'est interdit du 15 juin au 15 octobre. Un bordel monstre. Et moi, je me retrouve face à tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a aucune base de données par rapport à ça. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, comme on en parle depuis tout à l'heure, moi, aimant les terrains techniques, je questionnais un peu les gens sur ça passe avec un chien. On me disait non, non, non. Et en fait, en y allant par moi-même, je me rends compte que ça passe. Et me vient du coup cette idée de me dire, toute cette expérience-là qu'on acquiert malgré nous, parce qu'on c'est des centaines d'heures de recherche au final sur tel ou tel massif, tel rando, etc. On va la mettre à libre disposition des gens pour qu'ils arrêtent de chercher comme des guignols, comme nous on l'a fait pendant des années. Et du coup, me vient l'idée, ouais, effectivement, de créer ce site-là. La chance que j'ai, c'est que du coup, mon mari, au-delà d'être pompier de Paris, c'est un vrai geek qui s'y connaît vraiment en informatique. Et on se retrouve, moi sur le côté rédaction et lui sur le côté, on va dire, logistique pure, à créer ce site-là. Et la première année, c'est vrai qu'on a nos 5 petits lecteurs. Voilà, moi, je suis pas très présente sur Instagram. Mais je m'acharne en fait, je continue de faire mes petits topos de rando sur chaque rando. Donc les premiers topos que j'ai faits, j'ai récupéré des photos d'anciennes randonnées où j'avais pas eu cette réflexion-là de faire des topos de randonnée. Donc les premières randos sont moins complètes en termes d'information et que les autres. Et puis en fait, progressivement, je me rends compte que j'ai des personnes qui commencent à lire un petit peu les topos de rando. J'ai des personnes qui commencent à me faire des retours.
Et puis moi, vu que je randonne en vivant ici, je randonne tous les week-ends, forcément, j'alimente le site tous les week-ends. J'ai un nouveau topo qui tombe sur tel ou tel sentier, tel ou tel secteur. Et vu qu'on randonne un peu dans tous les massifs par plaisir, c'est vrai que ça permet vraiment de quadriller un petit peu toutes les Alpes pour le moment, en tous les cas. Donc voilà, on a fait des petits systèmes de moteurs de recherche où les gens peuvent chercher en fonction de tout ce qui est altitude, mais tout ce qui est aussi dénivelé, massif, département. Il y a aussi, on a aussi des points d'intérêt, par exemple s'ils veulent voir plus des lacs, plus des glaciers, des 3000 mètres, 4000 mètres, voilà, pour vraiment que les gens arrivent à s'y retrouver. Et on a, je sais plus, je crois qu'on a 220 randonnées là qui sont proposées dessus, donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et effectivement, une vraie petite mine d'or pour tous ceux qui veulent partir en rando avec leur chien. Et c'est vrai que l'année dernière, du coup, sur l'été, en fait, le site a explosé, littéralement, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui vivent ici depuis longtemps, ils en ont pas spécifiquement besoin, ça peut leur donner des idées où ils auraient pas forcément eu cette idée-là. Par contre, ce sont surtout les personnes qui viennent d'ailleurs, les touristes, qui en ont besoin parce qu'ils connaissent pas toutes ces règles-là, qu'une fois ou deux, comme nous, ils se sont fait avoir en arrivant dans un endroit où ils se rendent compte que c'est interdit. Et ouais, le site a littéralement explosé l'année dernière, donc c'est très très gratifiant pour tout le travail qu'on produit, parce qu'effectivement c'est beaucoup d'heures de boulot sur ce site-là, mais on est vraiment content parce que derrière les retours ils sont hyper bienveillants, chaleureux, les gens nous encouragent vraiment à continuer, donc c'est cool. Très bien. C'est vrai que c'est super important. Enfin, tu vois, on vadrouille pas mal là dernièrement justement dans les Alpes, et à chaque fois, comme tu dis, c'est une vraie galère pour savoir où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux pas aller. Le cœur, c'est interdit, à l'extérieur tu peux à peu près. Certains te disent oui, au final on te dit que non. Donc trop bien. En tout cas, on conseille tout le monde d'aller voir ce site si vous prévoyez des randos bientôt. Et dans tous les cas, je mettrai le lien en description. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé partager aux personnes qui nous écoutent ? Écoute, on avait dit qu'on parlerait peut-être des 30 ans, 30 sommets. Enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé raconter là-dessus ? Rien que c'était un challenge que je me suis fixé justement sur le brick de Rubren, où on a croisé dans ce fameux petit bivaco 3 guides de haute montagne qui se sont pointés au début de la nuit, et l'un d'eux allait fêter ses 50 ans et du coup était sur un challenge 50 ans, 50 sommets. Et lui, c'était péchu parce qu'il voulait faire 50 ans, 50 sommets, mais 50 sommets à la fois hiver, 50 sommets été, avec 50 personnes différentes à chaque fois. Et du coup, donc c'était hyper, c'était assez fou. Il nous raconte ça, ils étaient au 47e et 48e, donc il était quasiment à la fin de son projet, c'était fou. Et je me suis dit, moi j'avais, 26, 27 ans, et je me dis, mais faut que je garde cette idée pour mes 30 ans, et je me suis lancée là-dedans, du coup, l'année de mes 30 ans, donc l'année dernière. Et ça a été une très très belle expérience, parce qu'effectivement, je me suis fixé 30 objectifs montagneux au fil de l'eau, j'ai pas du tout prévu de planning en avance, avec 30 personnes différentes, que ce soit famille et amis, de tout niveau. Mais alors vraiment, on a fait des toutes petites balades à 200 de dénivelé, et on a fait des trucs à 2000 de dénivelé, enfin vraiment, donc hyper différents, hyper homogènes, hétérogènes, et voilà, et ça a été vraiment une expérience enrichissante sur le plan humain, de partager cette passion-là avec des gens qui ont fait tous l'effort de rentrer dans ce défi-là avec moi, parce que j'ai des amis qui marchent pas du tout et qui sont partis randonner justement pour découvrir un petit bout de ma passion. Donc c'était assez fort en émotion. Et puis j'ai aussi eu l'occasion par ce biais-là de rencontrer des gens d'Instagram à qui j'ai proposé de marcher. Donc j'avais parlé du projet sur Instagram, et puis je l'avais dit, s'il y en a qui veulent s'inscrire dans la démarche, c'est parti. Et en fait j'ai eu 60 personnes, et à l'époque j'étais pas du tout suivie, qui m'ont dit moi. Donc en plus je pouvais pas marcher avec tout le monde, c'était pas possible. Mais ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens qui sont géniaux, quoi. Enfin, c'était une très très belle rencontre. Donc voilà, j'ai vu que ça avait pas mal suscité pas d'envie, mais des gens qui ont envie de faire la même chose, en fait. C'est vrai que d'inspiration. Bon, exactement, d'inspiration. Les gens se sont inspirés de ce projet-là, et j'ai déjà d'autres personnes qui sont en train de le reproduire. Pareil, ils l'adaptent un petit peu à leur sauce et tout, et c'était chouette. Et du coup,
j'ai fait 29 sommets sur 30 avec Ellie. Y en a un où c'était de l'IP pur et dur, où là vraiment elle pouvait pas venir. Et mais sinon, non, c'était cool de faire ça avec elle. Voilà, ça a été vraiment une très très belle expérience, quoi. Ouais, bah c'est clair que c'est une expérience super inspirante et qui donne envie de se poser des petits défis comme ça plutôt que de juste se dire bon bah je pars en rando et il y a des choses chouettes à créer. Tu en as prévu d'autres enfin ça t'a donné d'autres envies, d'autres idées de challenge comme ça? Ouais, les 35 ans, je pense que je vais faire un truc du genre 35 ans, 35 3000 où là ce sera encore OK, différent parce que encore moi un step au-dessus quoi. Je m'étais vraiment fixé là, 30 ans, 30 sommets, 30 personnes différentes. Et ça, c'est pas évident à gérer dans le planning sur un an. Parce que les 30 personnes différentes, il faut arriver à être calé en même temps et que la météo joue aussi, parce que je me suis fait avoir par rapport à ça pas mal de fois sur les week-ends. Et du coup, ça sera un plus gros challenge encore parce que 35 3000 que j'ai pas fait, va falloir les trouver, quoi. Mais OK, parce voilà, que même les 30 sommets, c'était que 30 nouveaux sommets? Oui, c'était 30 Okay. nouveaux sommets. C'était l'intention que j'avais première de découvrir en même temps que quelqu'un d'autre un sommet. Voilà. Donc ça m'a vraiment permis de découvrir plein de trucs. C'était chouette, vraiment chouette. Trop bien. En plus, tu me dis ça, je suis enfin, tu vois, j'ai 29 ans et je me dis... Ah bah voilà, c'est parti. Trop bien, trop cool. Ben écoute, merci beaucoup Alice pour tous ces partages et enfin je trouvais ça très très chouette de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Justement comme tu dis, il y a peu d'informations, donc s'il y a des personnes qui aimeraient aussi se lancer là-dedans, bah voilà, vous savez que c'est possible et qu'il faut juste être précautionneux. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram, bien sûr, Ellie on the Mountains. Non, je suis assez réactive. C'est là où t'es le plus dispo. Ouais, et je réponds en général assez vite et je le fais vraiment avec grand plaisir. Trop bien. Et ben, on mettra encore une fois tout ça en description. Et bien, je te remercie encore une fois de plus et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.